internautes qui nous font le plaisir et l'honneur de nous suivre. Aujourd'hui, c'est le premier numéro de Inspiration et ce n'est pas un hasard si j'ai en face de moi une personne qui, depuis longtemps, m'a inspirée, une personne qui fait bouger le monde, qui fait bouger l'Afrique et qui fait aussi bouger le Sénégal. On va essayer de découvrir qui elle est. Moi-même aussi, je vais essayer d'en apprendre un peu plus sur elle. Il s'agit du docteur Rama Saladian qui va nous faire aujourd'hui l'honneur d'être notre premier invité de Inspiration. Bonjour Rama Sala. Bonjour Ramatoulaye. Alors, moi, je vais mettre de côté le docteur parce que je veux que ce soit une conversation beaucoup plus intimiste, plus familière. Mais quand même, j'aimerais que tu nous fasses une présentation de ta personne. Est-ce que déjà, tu préfères qu'on t'appelle docteur Ramasala ou bien Ramasala tout court? Alors, ça dépend de à quelle fin vous souhaitez m'interpeller, mais de manière générale, je suis Rama Saladian. Le titre de docteur durement acquis, j'aime à le mettre devant mon nom pour des circonstances peut-être un peu plus formelles, dans des sphères académiques, universitaires, de la recherche. Mais je suis Rama Saladian, je suis une universitaire qui jusqu'à récemment a travaillé comme maîtresse de conférence, donc comme associate professor au Centre d'études africaines à l'université d'Édimbourg au Royaume-Uni, en Écosse, pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve. Alors, j'étais maîtresse de conférence en études africaines et développement international. Donc, j'enseignais des cours dans ce domaine-là, je faisais de la recherche aussi, et j'étais en charge du programme de Master Afrique et Développement International. En dehors de cela, j'aime beaucoup écrire, j'aime beaucoup lire surtout. J'aime lire de la littérature africaine, de la littérature de manière générale, de la poésie aussi. J'en écris et j'aime beaucoup, je me définis comme une activiste féministe. C'est-à-dire que je milite en faveur de l'égalité des genres et je suis aussi très sensible aux questions environnementales parce que ma recherche porte sur le foncier et sur le travail, surtout le travail des femmes en Afrique. Alors, on a l'impression que tu touches à tout. Un peu, oui. Tu t'intéresses à beaucoup de choses en une journée de 24 heures. Est-ce qu'on a le temps d'aborder tous ces sujets que tu viens d'évoquer? Juste pour me pousser à poser la question à savoir comment Ramasala fait pour, avoir toutes ces activités en même temps ou c'est de façon séquentielle qu'elle fait ces activités-là. Et aussi, Alors, si on peut revenir sur le tout début de ce parcours jusqu'au dernier point où on en est aujourd'hui avec ce titre de maître de conférence à l'Université d'Édimbourg. Merci beaucoup. Je pense qu'au début de ce parcours, tu y étais aussi, parce qu'on était ensemble au lycée John Fitzgerald Kennedy, qui est un lycée de jeunes filles non mixte, où on a passé notre collège et notre bac aussi. Donc, j'ai fait un bac en L2, littérature, histoire, géographie et philosophie. Et c'est un bac qui m'a beaucoup inspirée parce que j'aimais la littérature, j'aimais lire. Et je pense que même de toutes nos camarades d'école, ceux et celles qui se rappellent de moi se rappellent, ayant toujours un livre à la main, écrivant des histoires dans mon cahier de maths surtout, les distribuant à la classe à lire. Et voilà, j'ai toujours été férue de littérature et j'étais une écrivaine en herbe. Et à la suite de cela, en parallèle, je faisais des études d'anglais. Et c'est quelque chose qui marquera mon parcours ultérieur. Parce qu'en marge de mes études à Kennedy, je faisais des cours du soir à British Senegalese Institute, l'Institut sénégalo-britannique qui se trouve en face du lycée Lamine. Et donc, à la suite de mon bac, j'ai eu une bourse. J'ai fait mon master en sciences sociales, administration et gestion économique et sociale avec une mention en sciences politiques. Et ensuite, je me suis spécialisée en sciences politiques. Je suis allée à Bordeaux 4 où j'ai fait une maîtrise en sciences politiques, puis à Sciences Po Bordeaux où j'ai fait un master en développement international et coopération, gestion des risques dans les pays du Sud. C'est un double master. Suite à cela, je suis retournée au Sénégal où j'ai
J'ai travaillé à l'Institut africain de développement économique des Nations Unies, donc la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, à la division recherche sur les politiques de développement. Et à cette division, j'ai beaucoup appris. Je me suis découverte une passion pour la recherche, les questions de développement en Afrique, les questions de genre, de politique sociale, de planification du développement m'interpellaient tout particulièrement. Et c'est là que je me suis rendu compte que cet institut avait pour fondateur quelqu'un qui est illustre, Samir Amin, qui a fondé aussi bien le Codestria, KIDEP, que Enda Tiers-Monde. Donc, et j'avais pour superviseur l'ancien directeur du Codestria, prof Adebayo Olukoshi, qui m'a aussi bien inspirée. À la suite de cela, je me suis dit, mais alors, je suis là dans une division de recherche. C'est comme si je prépare un gâteau pour que les autres puissent venir en bénéficier parce que je n'avais pas le titre de docteur. Et j'étais la plus jeune de l'institut, donc on me considérait comme la cadette, quoi. Et je n'avais pas souvent droit au chapitre, même si j'organisais les séminaires mensuels sur le développement. Il y avait un public international qui était à Dakar, panafricain aussi, que je côtoyais. Mais n'ayant pas le titre de docteur, je pensais, cela me limitait beaucoup. Donc j'ai eu une bourse Chevening pour aller faire mon master à la SOAS, la School of Oriental and African Studies, où j'ai fait un master recherche en développement international. Suite à cela, je me suis dit oui, je suis prête à sauter le pas, je vais faire un PhD, un doctorat en développement international. Et c'est par le biais de la Mo Ibrahim Foundation qui m'a offert une bourse. Et j'étais heureuse d'être l'unique récipiendaire parmi plus d'une centaine de candidates, l'unique récipiendaire de la bourse à SOAS, la même université, l'université de Londres. Et c'est là que j'ai pu faire ma thèse sur le foncier, les accaparements de terre, la gouvernance foncière, le travail dans les chaînes de valeur agricole. Et ce sujet m'a passionnée parce que ma mère elle-même avait perdu sa terre quelques années plus tôt, une vingtaine d'années plus tôt. Et cet événement qui peut sembler à première vue quelconque a eu une résonance particulière des années plus tard. Donc ça a pris 20 ans à ma mère pour qu'elle récupère sa terre qu'elle a perdue à Pékin lorsque l'État a voulu construire une autoroute à Dalifort. Donc ma mère a fait partie des personnes qui ont perdu leur terre. Et elle a couru derrière pendant 20 ans. Et donc je me suis demandé, long, hein, 20 ans. 20 ans, c'est pas un court temps. Je me suis demandé quel est le sort de personnes peut-être moins loties, même nous, notre famille, moins patientes aussi, pour un si long parcours pour récupérer leur foncier, leur terre. Et on se rend compte même aujourd'hui que le foncier est au cœur de toutes les crispations politiques, économiques, environnementales. C'est une bombe sociale, comme tu le dis. Et donc, c'est une recherche qui m'a passionnée, que j'ai menée sur 2 continents. Ici, au Sénégal, dans le nord, Saint-Louis, et dans la région de Louga. Et aussi en Angleterre, pour suivre les produits. Les produits horticoles qui sont produits à Saint-Louis, comment ils sont commercialisés, comment ils sont déjà traités. Une fois arrivés en Angleterre, où est-ce qu'ils sont packés, suivre la chaîne de valeur jusqu'au supermarché. Donc, ça a été une recherche riche, qui m'a permis de comprendre le travail des femmes, pourquoi c'est dévalué, pourquoi le sac de tomates, par exemple, le petit sac de tomates ou de piments coûte moins cher qu'une journée de travail, qu'une semaine de travail de la femme. Coûte plus cher. Coûte moins cher. Le petit sac. Le petit sac coûte plus cher voilà. que le travail, qu'une semaine de travail des femmes journalières. C'est quand même révoltant quand on constate cela. Et c'est révoltant. Et c'est la raison pour laquelle la recherche que je fais est intentionnellement guidée par ce souci de débusquer les inégalités, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le processus de production de la connaissance, que ce soit dans le processus de recherche qui est considéré comme une informante et qui est considéré comme celui ou celle qui est à même de savoir, les sachants. Donc, il y a plusieurs inégalités, asymétries de pouvoir qui sont en cours, des logiques d'invisibilisation aussi. Et c'est à travers ce travail de recherche-là
que je me suis dite, je vais avoir cette loupe qui va regarder pour débusquer ces inégalités afin de pouvoir faire en sorte que l'attention publique, l'attention du grand public se porte sur les questions que d'ordinaire on ne considère pas importantes. Qu'il s'agisse du travail des femmes, qu'il s'agisse de l'agriculture, les politiques agricoles, qu'il s'agisse des logiques d'exportation des produits, qu'il s'agisse des mouvements politiques, le rôle que les femmes ont joué dans, dans les mouvements politiques de manière générale, les mouvements sociaux en Afrique, le rôle des mouvements environnementaux. Donc disons, ce sont des thèmes qui sont fortement connectés et transversaux qui m'attirent dans cette recherche. Maintenant, que sont devenus les résultats de cette recherche? Est-ce que vous avez des pistes de solutions que vous pouvez proposer et qui peuvent être applicables pour que la situation s'inverse ou s'améliore en tout cas pour ces personnes particulièrement vulnérables, notamment les femmes? Merci beaucoup. Donc cette recherche a fait l'objet de plusieurs publications. Le plus récent est dans le journal des études paysannes qu'on appelle The Journal of Peasant Studies, qui est l'une des revues en sciences sociales internationales les plus reconnues. Et dans ce travail-là, je parle de capitalisme racial ou de capitalisme racialisé, dans le sens où il y a une architecture internationale de l'organisation du travail. Donc, où les pays du Sud, comme le Sénégal, servent de laboratoire ou de fabrique et de champs d'expérimentation pour produire pour le Nord. Et donc, ce n'est pas sans rappeler ce qui se passait avant l'indépendance, ce n'est pas sans rappeler ce qui se passait pendant l'esclavage. Il y a toujours ces logiques de dominance subalterne où une zone géographique est considérée comme une zone qui doit produire pour les bénéfices d'une autre zone. Donc, lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui est au cœur du projet du nouveau gouvernement. C'est quelque chose qui résonne fortement, que beaucoup ont déjà dit. J'ai parlé de Samir Amin tout à l'heure. Mais la souveraineté suppose qu'on soit déjà au fait de ces logiques-là, d'invisibilisation du travail des femmes, un travail important et qui n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Et donc, pour pouvoir sortir de ces logiques d'extractivisme, c'est comme ça que je l'appelle, où l'on vient pour exploiter le travail sans pour autant rémunérer à sa juste valeur, il est important de comprendre ce qui se passe. Donc, déjà d'inventorier les différents types de travail qui existent, que ce soit le travail à la chaîne, en tout cas dans les fermes agricoles et horticoles où j'ai été, donc le travail à la chaîne, le travail journalier, le travail saisonnier, qui sont des formes de contrats courts. Il n'y a même pas de contrat. Et totale précarisation des travailleurs, c'est à la journée, ils sont payés. Et les saisonniers sont payés à la quinzaine. Et il n'y a que ceux qui travaillent dans les bureaux, donc dans la production ou bien dans le service agronomie, qui sont dans des bureaux, qui sont dans des contrats beaucoup plus sécurisés, donc des contrats permanents. Et ensuite, parce que je m'intéressais à des compagnies étrangères, donc françaises, anglaises, sud-africaines, indiennes au Sénégal, on se rend compte que même au sein des fermes, il y a une architecture, une asymétrie du pouvoir, où on voit les nationaux sénégalais en bas de l'échelle et les expatriés en haut de l'échelle. Ils ont là où habiter, ils ont une voiture de service, ils ont des contrats d'expatriés, donc un salaire beaucoup plus important, alors que la main-d'œuvre locale n'est pas rémunérée à sa juste valeur. Il faut savoir que le secteur agricole, le salaire dans le secteur agricole existait depuis les années 60. Il n'a pas changé depuis les années 60. Donc c'est les mêmes tarifs, les mêmes montants qui sont appliqués qui étaient appliqués. Et c'est récemment, je pense, en 2020 ou 2021 qu'il y a eu une petite révision du taux salarial. Mais je me dis que ce sont ces combats-là. Quand vous dites c'est quoi les résultats de la recherche? Les résultats de la recherche, c'est qu'il faut améliorer les salaires. Rémunérer le travail des femmes à leur juste valeur pour ne pas faire en sorte qu'elles restent des subalternes partout dans le monde
parce qu'il a été démontré scientifiquement que leur accès au travail leur permet d'avoir une plus grande indépendance financière, de pouvoir contribuer à l'éducation de leurs enfants, d'avoir un plus grand pouvoir de négociation au sein des ménages et aussi d'avoir souvent un rôle politique et communautaire plus important en dehors de leur foyer, un rôle qu'elles avaient déjà, mais qui devient reconnu parce qu'elles s'organisent en GIE, qu'elles s'organisent en coopérative. Et le fait de se mettre en commun leur donne un pouvoir de négociation beaucoup plus fort. Le fait qu'elles parviennent à se syndicaliser, à se syndiquer, aussi leur permet de pouvoir avoir cette négociation-là par rapport à l'employeur. Donc tout ça, ce sont des choses qui sont non négligeables. Et les syndicats ont un rôle fondamental à jouer dans le sens d'accompagner et dans le sens de négocier des conventions sectorielles. Donc Mais pour tout le secteur de l'agricole, au lieu de juste prendre entreprise par entreprise et donc de laisser une marge de manœuvre grande et même grande à l'entreprise qui devient un cartel quelque part, parce qu'eux, ils sont organisés. Toutes les entreprises, les employeurs du secteur horticole de la région du fleuve sont organisés professionnellement. Donc, de la même manière, il faut cette organisation syndicale-là, sectorielle, et cette négociation sectorielle pour permettre d'améliorer les conditions du secteur agricole. Au niveau de la négociation des contrats, il y a un travail à faire où on regarde, c'est le rôle de l'APIX, qui est l'agence en charge des grands travaux de l'État, de la promotion des investissements, faire en sorte qu'il y ait un cahier de charges. Et donc, qu'on ne fasse pas le maximum pour que l'entreprise vienne s'installer à des tarifs préférentiels, parfois avec des exonérations. Avec des exonérations, parfois avec un statut de zone franche industrielle, d'entreprise franche industrielle, qui les exonère, par exemple, lorsqu'ils apportent des matériels par rapport à leurs salariés, etc. Il y a plein de bénéfices et d'avantages, de privilèges qu'ils ont, mais en contrepartie, il n'y a pas, voilà, ça ne profite pas aux populations parce qu'il n'y a rien qui contraint l'entreprise qui ne respecte pas son cahier de charges à, par exemple, clore son business ou être empêché de poursuivre ses activités. Ou payer des pénalités. Il n'existe rien en l'état. Enfin, il y a le rôle du gouvernement, de manière générale, qui doit traduire cette politique, cette volonté philosophique de souveraineté en actes concrets, que l'on puisse savoir quels sont en objectifs mesurables, quantifiables, smart, exactement, et que les populations soient consultées. Ça, c'est non négligeable. La plupart du temps, les populations... Il y a un problème essentiel, c'est vraiment l'accès à la terre. Depuis tout à l'heure, vous parlez de contrats pour les femmes et autres, mais pourquoi ne pas aller vers l'octroi des terres aux femmes pour qu'elles soient elles-mêmes leurs propres employeurs et puissent également employer d'autres personnes, au lieu de donner la terre aux étrangers ou à des géants qui exploitent et qui tirent profit de tout en laissant un peu dans la misère ces personnes qui ont la main, qui travaillent pour que les exploitations puissent prospérer. Alors ça, c'est une très importante question. Ce qu'il se trouve, c'est que la question foncière au Sénégal et dans la majorité des pays d'Afrique, et surtout dans cette zone du Sénégal, la vallée du fleuve, où c'est une majorité Toucouleur, Peul, Maure aussi, c'est que la question foncière est une question éminemment masculine, qui concerne principalement, qui est détenue aussi par les hommes, même si il y a des familles qui détiennent les terres avec l'accès qui est garanti aux femmes. Il y a souvent les femmes qui accèdent au foncier par le biais d'un membre de la famille homme. Donc, ce sont des droits secondaires qui ne sont pas des droits, ou seulement des droits d'accès. Donc, il est important, je pense, qu'au Sénégal, au lieu de considérer ces droits secondaires-là, qu'on considère les femmes comme actrices de développement, la Constitution dit que les hommes et les femmes ont accès aux mêmes droits fonciers. Mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui se passe. Et je pense qu'il y a lieu, de réviser le code, la loi sur le domaine national, qui, depuis des années,
Il y a eu plusieurs commissions de réforme foncière, que ce soit depuis Sourang, depuis Maître Doudou Ndoye. Il y a eu beaucoup de commissions avec beaucoup de personnes à leur tête. Il y a eu le cadre de concertation sur le foncier. Mais cette révision-là a été proposée et elle tarde à être adoptée. Pourquoi? Parce que le foncier est une poudrière, tout simplement. C'est une question qui cristallise tant de tensions, tant de passions, tant de velléités, qu'il s'agisse de velléités politiques, économiques, d'intérêts, qu'il s'agisse des familles religieuses ou autres. Il y a différents lobbies d'intérêts qui existent. Donc, on gagnerait en tout cas au Sénégal à avoir une plus grande gouvernance foncière, à avoir une autorité qui centralise tout cela, il y a le CRAFS, bien sûr, le cadre de concertation sur le foncier au Sénégal, mais je pense qu'il est important, au-delà de toutes les concertations politiques, etc., qu'il y ait au plus haut sommet de l'État cette volonté, comme cela a été formulé récemment, de mettre la lumière sur les différentes transactions foncières qui existent et de savoir qui est derrière quoi, comment les terres ont été acquises, qui en bénéficie et comment faire en sorte que les populations, qu'il s'agisse des populations hommes, femmes, mais surtout les jeunes, parce qu'on oublie souvent que les femmes et les jeunes sont souvent à la même enseigne, exclus des processus d'accès à la terre. Donc, oui, il y a de plus en plus des initiatives de co-développement ou, par exemple, qui ont été mises en œuvre avec la Banque mondiale. Le programme de développement, le PDIDAS, de développement durable et inclusif, qui a été remplacé depuis par un autre programme, mais qui cherchait à co-développer une entreprise et la communauté qui habite autour. Par exemple, on va prendre 400 hectares, on donne 200 à l'entreprise, 200 à la communauté, avec l'entreprise en charge de co-développer, d'aménager la terre des populations. Mais on se rend compte que cette terre-là, cette assiette foncière qui appartenait à la communauté est maintenant réduite. Donc, sur 400 hectares qui revenaient à la communauté, il y en a 200. Et sur ces 200 que vont devoir se partager tout le village, ce seront les femmes et les jeunes, non mariés encore, qui vont pâtir. Et on va peut-être leur demander de s'organiser en coopérative ou en GIE et leur donner une petite, genre, si c'est 200 hectares, on va peut-être leur donner 20 hectares à se partager et à développer. Donc, on voit que cette course au foncier met en lumière différentes logiques de compétition foncière, différentes logiques de diminution de l'accès à la terre, des droits qui existaient auparavant dans les familles, où même si les femmes ne sont pas nominativement détentrices des terres, y ont accès pour leurs propres activités, pour cultiver, pour en jouir comme il leur convient. Ces droits s'en retrouvent réduits avec la prédation foncière, le boom de l'immobilier qui existe. Et ce sont des questions auxquelles il revient de réfléchir et de réfléchir de manière consultative. Et c'est l'autre question que je voulais ramener lorsque vous parliez de recommandations. Lorsqu'un accaparement de terre se produit, l'un des critères pour définir que c'est un accaparement, c'est le manque de consultation, le manque de transparence. Les populations sont là et d'un jour à l'autre, on les informe que la terre appartient à quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas été consultés. Ils n'ont pas été, parce que depuis la loi sur la décentralisation, les communautés rurales sont en mesure de négocier elles-mêmes l'octroi de la terre et peuvent le donner à qui elles souhaitent, quoi. Mais cela suppose qu'au niveau local, il y a aussi une consultation avec toutes les parties prenantes qui doivent avoir droit au chapitre. Alors, est-ce que vous avez quand même constaté qu'il y a un mouvement inverse qui se produit de plus en plus? C'est-à-dire qu'on constate que les ruraux de plus en plus vont en ville, mais paradoxalement, il y a un mouvement inverse qui se produit. On constate qu'il y a de plus en plus de citadins et même d'expatriés qui vont s'installer en campagne ou dans le monde rural, soit pour y vivre, parce que peut-être il y a cette quiétude et cette sérénité qu'on peut retrouver, ou bien juste pour y dérouler des activités agricoles qui aujourd'hui nourrissent bien leur homme. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les jeunes de ces contrées-là, apparemment, ne s'intéressent
s'intéressent plus à la terre et ont des rêves pour aller en ville ou bien en Occident. Exactement. En fait, question ne saurait être mieux posée parce que lorsque vous parliez des résultats tout à l'heure, il y a un numéro spécial que nous avons produit dans le journal Afrique et Développement du CODESRIA, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique, et qui s'intitulait Migration, changement agraire et sécurité alimentaire au Sénégal et au Zimbabwe, que j'ai co-édité avec deux collègues, Geoffrey Banda et Walter Shambati de Zimbabwe. Alors, dans ce numéro spécial, il y a 6 articles écrits par des Sénégalais et 6 articles écrits par des Zimbabwéens. Et il s'était agi de comparer ce qu'il se passe au Sénégal et en Zimbabwe sur ces questions-là. Donc, dans mon article, j'ai l'un des résultats de la recherche que je proposais était justement qu'il y a un mouvement inverse qui se déroule avec l'arrivée de toutes ces grandes exploitations dont j'ai parlé tout à l'heure, des exploitations agricoles qui produisent pour l'étranger, pour exporter. Il y a beaucoup d'opportunités, certes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. On parlait souvent d'exode rural avant l'arrivée de ces multinationales. On parlait beaucoup d'exode rural, de jeunes qui quittent leur village pour aller, que ce soit en Mauritanie, que ce soit dans les autres villes, hein, que ce soit à Louga, à Saint-Louis, pour s'y installer, afin d'y faire la saison sèche et reviennent la saison des pluies pour pouvoir cultiver leurs champs. Ça s'appelle Norwani. Donc, lorsque c'est la période propice, ils vont pour aller travailler, mais reviennent pour la saison des pluies, pour l'hivernage. Donc, ce mouvement pendulaire-là, c'est souvent fait en direction des villes. Les jeunes quittant, désertant, pour aller trouver un travail. Mais avec l'installation de ces multinationales dans les zones rurales, il y a de plus en plus de jeunes qui quittent les zones urbaines ou périurbaines pour venir s'installer dans les zones rurales ou périurbaines. Pourquoi? Parce qu'il y a l'appât du travail, il y a l'attrait d'un travail mieux rémunéré. On se rend souvent compte, par exemple, que dans ces zones-là, il n'y a plus de domestiques, de travailleuses domestiques, de bonnes. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus attirées par le travail dans une exploitation agricole qui leur garantit un salaire mensuel régulier que de travailler pour un particulier à un salaire moindre. Donc, dans toutes ces zones-là, vous aurez du mal à avoir accès à des travailleuses domestiques. Ce qui cause d'autres problèmes. On voit aussi que les personnes qui travaillaient originellement comme des surga, donc surga veut dire sourga, on te loge et on te nourrit. Et donc, ils travaillaient dans des fermes au bénéfice de particuliers, souvent aussi dans les grandes villes religieuses, Touba, Tivaouane, etc. Mais de plus en plus, avec l'arrivée de ces fermes-là, il y a aussi une compétition pour le travail. Donc, les particuliers compétissent avec les employés, avec les entreprises, pour attirer ce travail-là, ce travail migrant. Donc, ces migrants qui viennent de la sous-région, Guinée, Mauritanie, même Ziguinchor, d'autres, en tout cas dans la sous-région Mali, sont de plus en plus désirés. Et ce qui fait qu'il y a un effet intéressant qui est l'augmentation des salaires. Donc, ils sont en mesure de choisir pour qui ils veulent travailler et en mesure aussi de négocier les salaires. Davantage les salaires. Donc, et ce qu'il se passe, c'est avec ce mouvement inverse, on voit de plus en plus de personnes qui viennent des villes pour aller s'installer, surtout des jeunes, pour aller s'installer, que ce soit s'installer ou bien juste aller travailler et rentrer chez eux le soir, ou bien aller s'installer chez des familles, des membres de leur famille qui habitent dans la zone, pour avoir ce travail. On voit aussi un mouvement de retour important de migrants qui étaient initialement partis à Saint-Louis, ou bien à Rosso, ou bien à Ziguinchor pour du travail. Et lorsqu'elles apprennent qu'il y a cette ferme ou cette grande exploitation agricole qui a ouvert ses portes, qui reviennent. Et donc, il y a ce dicton « Tuki, Teki, Terra » qu'on avait souvent l'habitude de déclamer haut et fort. Maintenant, les gens disent Tukifi, Tekifi. Oui. Genre, on ne va pas migrer pour pouvoir... La migration était vue comme ce parcours-là de l'enfant prodigue
l'enfant prodige qui va voyager, faire ses armes, faire ses preuves pour revenir, rendre sa famille fière, plus riche, prospère, etc. Maintenant, avec ces fermes, les enfants, les jeunes se disent que c'est la fin de la démocratie des lettrés. On n'a plus besoin de migrer, on n'a plus besoin d'étudier. Il y a tous ces termes-là qu'on entend. Xaalis dañ koy lijjanti. Xaalis ñu koy waxee tekki fii, genre on ne va plus voyager. Et je pense qu'il y a des enjeux en termes de migration. Vous parliez de migration un peu plus tôt. Il y a des enjeux, surtout au moment crucial où on se trouve, où beaucoup, en tout cas dans toutes les villes côtières, on voit beaucoup de bateaux. De départ. Voilà, ce sont des villes de départ. Et beaucoup de jeunes qui n'ont pas d'opportunités de travail ou qui ne se voient pas dans les schémas traditionnels d'ascension sociale ou qui disent que l'ascenseur social est en panne, vont aller migrer pour espérer rendre leur famille fière. Maintenant, au même moment, des gens comme vous, bon, je vais te tutoyer, ça va être plus simple pour moi, des gens comme toi qui étaient à l'étranger tentent le retour. D'ailleurs, on va en parler par rapport à toi. Tout le monde n'aurait pas cette même audace que toi. Qu'est-ce qui t'a poussé à lâcher quand même un aussi important poste à Édimbourg pour venir te jeter dans toute cette incertitude-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te motive réellement? Qu'est-ce que tu vises? Alors, vous posez une question qui est très importante. Tu poses une question qui est très importante. Je pense que la problématique du retour se pose de plusieurs manières. Il y a beaucoup de théoriciens qui ont parlé de cerveau en fuite, la fuite des cerveaux, brain drain. Mais je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui leur a répondu que les cerveaux en fuite sont aussi dans leur propre pays. Donc, en réalité, la location géographique importe peu, d'autant que la personne est en mesure de contribuer, de près ou de loin, au développement de son terroir. Pour ma part, je pense qu'il est important, en étant dans l'enseignement supérieur en Angleterre, en y étant depuis plus d'une dizaine d'années, en ayant gravi les échelons, en ayant enseigné différentes nationalités, anglaises, françaises, américaines, africaines, etc., que je me suis rendu compte que je me suis posé la question de la finalité, en fait, de l'exode, du sens que je donnais à mon enseignement. Est-ce qu'il était... quelle contribution fondamentale je fais à la société en étant dans un enseignement supérieur en crise, parce lorsqu'on parle d'enseignement supérieur en crise, souvent on pense au Sénégal où il y a tout le temps des grèves, mais au Royaume-Uni, il y a tout le temps des grèves. Au Royaume-Uni, il y a beaucoup de grèves, il y a tout le temps des grèves. Il y a eu le Brexit, donc la sortie du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne, qui a eu des conséquences désastreuses. Il y avait des étudiants qui pouvaient venir de l'Europe, qui pouvaient venir au Royaume-Uni dans le cadre du programme Erasmus, pour faire un programme d'échange, rester avec nous, etc. Ce n'est plus possible. Donc, il y a aussi toute la montée des nationalismes et la montée de l'extrême droite qui rend le contexte britannique particulièrement difficile. Particulièrement, les différents gouvernements qu'on a eus ont été contre l'immigration, on parlait d'immigration choisie, ce qu'on a vu en France il y a quelques années. Et donc, ça pose des questions en termes de contribution de l'intellectuel à sa société. Donc, moi, la question que je me suis posée, c'est étais-je plus utile à la société de manière globale, en citoyenne du monde, en étant dans un système d'enseignement en crise, ou bien est-ce qu'il serait plus loisible, plus judicieux d'en sortir pour pouvoir en faire une réflexion peut-être moins passionnée et plus critique, avec la distance qui s'y est, pour pouvoir en tirer les leçons qui s'imposent. Et donc, j'ai fait cet exercice. J'ai examiné l'enseignement supérieur de partout, pas seulement au Royaume-Uni, en France, au Sénégal, etc. Et je me suis dit qu'on peut être chercheuse hors l'université. On n'est pas obligé d'être une universitaire pour être une intellectuelle. Et donc, moi, je me suis toujours, même dans ma production intellectuelle,
intéressée à comment donner en retour à la communauté qui m'a tant donné. En partant en France, j'ai eu une aide du gouvernement sénégalais pour pouvoir étudier en France. Et j'ai eu une bourse pour pouvoir faire de la Fondation Mo Ibrahim pour pouvoir faire ma thèse. Donc tout mon parcours a été subventionné grâce à des fondations ou bien grâce au gouvernement sénégalais ou d'autres. Donc je pense qu'il était question de se poser la question de comment rendre en retour à la communauté. Et en me posant cette question, je me suis rendu compte que voilà, même dans mes publications, j'ai toujours tenu à publier dans des journaux, dans des revues académiques, mais aussi et surtout dans des plateformes d'accès ouvert, où, qui ne sont pas forcément la meilleure manière pour être promu dans l'université, mais qui sont la meilleure manière pour moi d'être lu par des personnes hors de l'université sans avoir à payer pour avoir accès à ce contenu-là. Donc, je pense qu'il y a un modèle néolibéral de production de connaissances qui ne me sied plus. Le profit qui est là, qui gouverne les universités. La recherche du profit, l'appât du gain, au lieu du bien-être des étudiants. J'ai été à différents niveaux, directrice d'un programme de master. J'ai aussi coordonné, j'ai été postgraduate advisor. Ça veut dire que j'étais en charge des doctorants, du programme de doctorat dans mon université. Et on se rend compte que de plus en plus, les étudiants africains ne peuvent même plus venir au Royaume-Uni pour leur éducation supérieure parce qu'il y a un attrait pour des étudiants d'Asie, par exemple, ou des États-Unis, parce que le gouvernement britannique se dit que ceux-là, s'ils viennent, ils ne vont pas rester. Alors que les étudiants africains, quand ils viennent, ils vont rester, ils vont venir vouloir amener leur famille, etc. Ce qui a fait qu'ils ont... Ça, c'est la politique anti-immigration. Anti-immigration. En fait. Donc, ils ont raffermi et rendu plus difficile la migration des étudiants. Ils leur demandent d'avoir 35 000 $ de salaire aux conjoints qui souhaiteraient rejoindre quelqu'un au Royaume-Uni, ce qui est totalement impossible. Donc, moi, en tant qu'intellectuelle, je me suis dit que ce modèle-là, de vouloir faire du profit sur la misère des gens, les migrants africains qui arrivent à venir au Royaume-Uni ne sont pas des gens pauvres, ce sont des gens riches pour pouvoir remplir les conditions. Pour venir au Royaume-Uni, étudier, payer un programme de master ou de thèse à 20 000 $, 20 000 pounds, 20 000 livres l'année, il faut en avoir les moyens. Donc moi, c'est la question que je me suis posée. Est-ce que je vais rester esclave de ce système néolibéral de recherche effrénée de profit, ou bien est-ce que je vais essayer de trouver un autre moyen de rendre à ma communauté ce qu'elle m'a donné, sans pour autant être captive de ce système. Et c'est ce à quoi je suis en train de réfléchir avec ce festival africain du film et de la recherche féministe que j'organise à Toubab Dialaw l'année dernière. Ça s'est tenu à Gorée. Belle transition pour parler du Cinefem Fest. Donc, comme tu l'as évoqué, la première édition, c'était l'année dernière à Gorée. On s'achemine vers la deuxième édition ici à Toubab Dialaw. Mais avant de parler de cette deuxième édition, peux-tu nous faire un bref bilan de ce qu'a été l'édition de l'année dernière? Merci beaucoup, Ramatoulaye. Donc, le Cinefem Fest est une initiative de Ndjegemar Associates, qui est une initiative que tu connais, qui est née en 2019, qu'on a mis sur pied ensemble, et qui avait pour ambition de contribuer à la recherche, la communication, la production de films, etc. C'était ça l'objectif initial. Mais le Cinefem Fest, en fait, est né de la rencontre avec deux amis, Ndede Bosek et Tabara Korkandiaï, avec qui on regardait les films de Safi Faye et Khady Sylla. Et on s'est demandé pourquoi on célèbre tant les cinéastes hommes en oubliant le rôle crucial que les cinéastes femmes ont fait. Alors, il y a eu le film Kaddu Baykat de Safi Faye qui a été tellement important pour l'histoire du Sénégal. Safi Faye a fait le premier film commercial de long métrage au Sénégal, en Afrique. Souvent, on parle de la cinéaste Sarah Maldoror comme étant la mère du cinéma africain. Mais Safi Faye a joué un rôle non négligeable. Elle a été anthropologue, elle a eu sa thèse en anthropologie
à l'école pratique des hautes études. Elle a toujours tourné et fait son œuvre sur son village natal, Fadial, qui est un village sérère, pas loin de la Petite Côte. Et pour documenter le travail, pour documenter les pratiques sociales, pour documenter l'agriculture, pour documenter les mythes, l'éducation, le rôle de la colonisation. Et donc, j'ai trouvé, en étant une chercheuse qui travaille sur le foncier, sur l'agriculture, en étant tombée sur Kaddu Baykat, qui veut dire lettre paysanne en français, je me suis dit, mais ça, c'est un si riche matériau qui n'a pas été exploité à sa juste valeur parce qu'il documente cette période cruciale d'après-indépendance du Sénégal avec, sous Senghor, le rôle de la monoculture, l'agriculture, la perception des paysans qui ne survivaient pas, le règne du néolibéralisme à cette période-là. Et aussi la répression politique qui était forte sous Senghor, qui a fait que ce film a été aussi banni à sa sortie. Donc, ça documente une riche parenthèse de l'histoire sénégalaise. Puis, il y a eu Mossane, qui est un si beau film de Safi Faye sur la mythologie sérère, qui est un film féministe aussi, je crois, parce que ça parle de la résistance d'une jeune fille aux normes sociales édictées. Et il y a eu aussi l'œuvre de Khady Silla, et sa sœur, Mariama Silla, était avec nous. Khady Silla, qui est disparue en 2013, elle a écrit un unique roman, Le jeu de la mer, paru à l'Harmattan, et elle a aussi fait plusieurs films sur la condition sociale. Donc, elle a parlé du travail des domestiques, le monologue de la muette. Elle a parlé du travail dans les transports urbains. Elle a fait un film sur les conducteurs de car rapide, dont j'oublie le nom. Elle a parlé des bijoux, qui est un cours, mais qui parle de la condition des domestiques encore une fois. Elle a fait un film sur la santé mentale, sur la santé mentale, Une fenêtre ouverte. Elle a fait, donc, Safi Faye, comme Khady Silla, ont utilisé l'auto-ethnographie. Elles se sont documentées. Elles ont utilisé leur vie, leurs conditions, leurs passions pour documenter des thèmes qui parlent à toute une génération de femmes, des thèmes dont on ne parle pas souvent, le travail des domestiques, la santé mentale. Khady Silla a été la première femme africaine souffrant de santé mentale à s'être filmée, parlant de sa condition. Et donc, je pense que ce sont des films forts qui nous ont réunis pendant 3 jours à Gorée, avec des projections privées en journée, des projections publiques en soirée, et vraiment avec la contribution de Gorée Cinéma. Ça a été une formidable aventure et je pense qu'il nous a toutes enrichis, en tout cas l'équipe du festival 2023, Ndoye Debosek et Tabarakor Kandiaï. Ça a été une formidable aventure parce qu'en silence, on voulait juste faire des critiques de films à la base. Et c'est cette initiative qui a donné ce festival sur 3 jours avec des personnes qui y ont cru et qui nous ont financés pour les 3 jours. Donc pour cette année, il s'était agi de se poser et de réfléchir sur l'état actuel de la région Afrique de l'Ouest, Sahel, de l'Afrique tout court. On s'est rendu compte que des pays de l'Ouest, Sénégal, des pays côtiers, Sénégal, Mali, Togo, où il y a Yadema, qu'aux pays des États de l'Alliance du Sahel, Mali, Burkina, Niger, qu'aux pays comme le Kenya, le Soudan, l'Afrique du Sud, c'était une période cruciale en termes d'élections cette année, qu'il s'agisse du Sénégal, de l'Afrique du Sud et d'autres pays. Donc, de se poser et de réfléchir sur l'état de la politique, de la démocratie et de leur impact sur les autres aspects de notre vie, qu'il s'agisse de l'environnement, de l'économie, du social. Tout à l'heure, tu as parlé du Brexit et de ses conséquences désastreuses. Exactement. Les États de l'AES également vont quitter la CEDEAO. Exactement. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir les mêmes conséquences que ce que vit actuellement la Grande-Bretagne avec le Brexit? Alors, je pense qu'il est à espérer une grande crise
Et on y est déjà. Parce que le bloc que constitue la CEDEAO a été un bloc qu'il a fallu plusieurs décennies à construire, depuis le plan de Lagos. Et donc, vouloir remettre en cause cette entité-là, cette intégration régionale, est risqué, va bousculer beaucoup de choses. Je vois beaucoup qui disent oui, il faut sortir de quelque chose si ça ne nous arrange pas. Mais il ne faut pas oublier que la CEDEAO est aussi une CEDEAO des peuples. C'est-à-dire que les peuples, bien avant même l'architecture institutionnelle de la CEDEAO, les peuples ont toujours été intégrés, connectés, et qu'il y a eu cette déconnexion, cette balkanisation qui s'est faite avec la colonisation. Donc, je pense que c'est risqué dans une zone déjà fragile de la fragiliser encore davantage avec cette dislocation. Pour autant, je pense qu'avec l'accompagnement nécessaire, la médiation proposée, qu'on peut peut-être en revenir à de meilleurs sentiments de la part des États qui ont décidé de sortir et de créer leur propre monnaie. Donc moi, je pense qu'on est à un moment central qui peut être un moment de basculement ou bien un moment de rupture. Basculement dans quoi? On ne sait pas. Et c'est à nous de créer ça. Et c'est la raison pour laquelle cette année, on parle de solidarité transnationale et panafricaine et culture de non-violence. Le thème donc de Cinefem Fest. C'est le thème du Cinefem Fest 2024 parce que je pense que le thème n'aurait été plus adapté que celui-ci pour repenser la solidarité entre peuples par l'art, parce que l'art, le film a souvent été un vecteur de médiation, de connexion, de communion entre différents peuples, par-delà nos différences géographiques, linguistiques. Peut-être pour vous conforter, pour te conforter, on assiste aujourd'hui à une floraison de séries télévisées sénégalaises qui sont consommées mais d'une façon extraordinaire au-delà de nos frontières sénégalaises. Quand on regarde sur les réseaux sociaux, on voit les autres pays, les citoyens d'autres pays, dire avoir hâte de visionner les nouvelles séries, mais surtout avec la version sous-titrée. C'est plutôt pour te conforter par rapport à cette connexion, ce rapprochement entre peuples à travers l'art. À travers l'art, parce que l'art transcende les barrières linguistiques, économiques, même de classe. L'art peut unir, ou en tout cas gommer temporairement des divisions, des frustrations et ramener des personnes ou des peuples au plus proche. Donc je pense qu'il est important de repenser ce rôle de l'art-là comme vecteur. On parle souvent d'industries culturelles et créatives. Je pense que c'est important, mais qu'au-delà de l'aspect économique ou économiciste, il y a ce rôle-là de l'art comme trait d'union, de l'art comme liant social, l'art comme en mesure de faire du lien social. Donc je pense que c'est quelque chose qui est super important et c'est la raison pour laquelle cette année, on va avoir cette dimension panafricaine du film, même si le festival se tient physiquement au Sénégal. Il y a cette connexion-là qu'on tient à faire avec d'autres initiatives qui existent déjà. Et on tient aussi à célébrer nos cinéastes. Donc, il y aura bien sûr à l'honneur Mamouri Tchoubou, il y aura à l'honneur Kalistassi. Tu parlais plutôt des séries qui sont exportées. On ne peut pas ne pas parler de Kalistassi qui a produit Maîtresse d'un homme marié. IA 2.0. IA 2.0, le thème de la maternité. Et Hair Lover, le retour à l'identité. Même pas le retour à l'identité, mais je veux dire questionner l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire via une histoire d'amour ou des histoires d'amour entrecroisées. Donc, je pense que Kalistassi est une personne qu'on ne peut pas, incontournable actuellement, autant par les thèmes qu'elle ose aborder que par l'innovation qu'elle amène tout le temps. En posant sur la scène publique des choses que beaucoup auraient préféré passer sous silence. Donc, pour cela, je pense que son œuvre est éminemment féministe et qu'il faut la célébrer. De la même manière, Mamouri Tchoubou a fait Face à Face,
qui est un court-métrage où elle parle d'idées de la beauté, d'idées de l'esthétique. Elle a fait d'autres films très engagés, Rebus, Chambre 11, elle a fait Fifire en pays Tchubalo. Donc des questions de classe, de caste, d'identité, encore une fois. Agora Braille qui parle de la condition des personnes non-voyantes. Je pense que aujourd'hui, il y a aussi Angèle Diaban qui a fait Ma coépouse bien-aimée, entre autres. Un air de Cora, voilà. Un air de Cora. D'autres films, je pense qu'elle est en train de produire une si longue lettre. Donc Angèle Diaban aussi, dont l'œuvre nous parle fortement. Il y a Fatou Kandé Senghor, qu'on ne peut pas ne pas citer. Fatou Kandé qui a produit des films sur la veuve de Cabral, sur Anna Maria Cabral qui a fait des films sur Donner naissance avec Séni Camara, racontant l'histoire de Séni Camara qui a fait des films Sahara, qui nous propose un film Sahara Keita à ce festival. Et il y a les plus jeunes, on parle de Awa Mokhtar Gueye, Famara Yanso. Donc je pense que c'est une célébration que d'avoir toutes ces femmes réalisatrices, cinéastes, ensemble, pour créer du lien, pour discuter, pour briser les fractures qui existent entre différents genres artistiques, genres d'expression, mais aussi entre différents moyens de produire de la connaissance. Donc c'est un festival du film et de la recherche, mais on invite une écrivaine, Ken Bogul, parce qu'il y a eu un film qui a été fait sur elle, et parce qu'à elle seule, c'est tout un personnage. On ne peut pas ne pas parler de féminisme, de création artistique. Aujourd'hui, au Sénégal, en Afrique, dans le monde, sans pour autant parler de Ken Bogul, Mariétou Mbaye Bilewoma. Et donc, ce sera un honneur de l'avoir avec nous pendant l'atelier d'écriture qu'on va avoir. Et à cet atelier, on aura aussi Aïcha Aruna Atta, qui est une écrivaine ghanéenne qui vit au Sénégal. Et on aura aussi Mambougouma Diène, qui a eu le prix Kane de la littérature avec Wapa Diallo en 2023. En fait, c'est cette innovation-là. L'atelier d'écriture, c'est l'innovation de cette année, comparé à la première édition. Exactement. Donc, le festival dure 4 jours, mais sera suivi cette année d'un atelier d'écriture, car cela a été une demande sociale. Il y a eu des artistes plus seniors l'année dernière qui ont posé la question, à savoir comment est-ce qu'on peut accompagner les plus jeunes, que ce soit dans la création artistique, l'écriture, la rédaction de scripts, les talents qui sont déjà sur place, comment on peut capitaliser dessus. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit il serait important d'avoir un atelier d'écriture, non seulement avec des artistes, des chercheuses, il y aura professeur Fatou Sow avec nous, mais aussi moi-même, je suis académique. Il y aura d'autres invités qui sont dans l'université, qui créent de la connaissance dans l'université, et d'autres qui sont des activistes, qui font bouger les choses hors l'université. Donc je pense qu'il était important d'avoir ce public très divers pour aborder des sujets, un public éclectique aussi pour aborder tous ces sujets. Donc il y aura des journalistes culturels, il y aura des écrivains, comme je l'ai dit tantôt, des cinéastes, il y aura des chercheuses universitaires, des activistes féministes. Et on espère aussi avoir une autre innovation qui sera un panel. Mais je n'en dirai pas plus. On aura des films féministes faits par des hommes. Voilà. Pour dire peut-être que le féminisme, c'est pas seulement une affaire de femmes. Exactement. Donc, dans tout ton discours, on a beaucoup entendu parler de femmes, de cause de la femme. Et c'est-à-dire que tu es une féministe assumée, qui le revendique et qui agit comme telle. Je suis une féministe sans mais, sans si. Je suis une féministe, point. Et c'est quoi être féministe réellement? Être féministe, c'est être en faveur de l'égalité, en tout cas de militer pour l'avancée des droits pour tous, qu'on ne soit pas dans une société où certains détiennent des privilèges et que d'autres fassent les frais du fait que certains détiennent des privilèges. Donc c'est aussi être féministe radical, c'est aussi être pour l'abolition
de toutes les asymétries et discriminations. Donc, il ne s'agit pas seulement des droits des femmes. Il s'agira aussi des droits des personnes en prison sans raison. Il s'agira du droit des domestiques, des travailleuses domestiques, les personnes handicapées moteurs ou non-voyantes, toutes les personnes qui, en société, subissent des préjudices du fait de leur genre, du fait de leur sexe. Donc, voilà. On va se dire au revoir et pour cela, je t'invite à lancer un appel, particulièrement pour le Cinefem Fest, qui est convié et comment faire pour participer à cet important événement. Alors, le Cinefem Fest, comme je l'ai dit tantôt, est organisé sous forme de retraite. Donc, majoritairement, c'est sur invitation. Mais en soirée, toutes les activités sont ouvertes au grand public. Toutes les projections de films sont ouvertes au grand public et cette année, on espère avoir des activités avec la communauté de Toubab Dialaw pour pouvoir les faire participer, qu'il s'agisse des projections dans les écoles ou bien qu'il s'agisse des projections dans d'autres endroits publics, en tout cas de Toubab Dialaw. Et pour l'atelier d'écriture, on espère aussi que ça se passera cette année à Popenguine pour pouvoir permettre de découvrir différents sites de la région et voilà, d'amener le maximum de personnes dans cette magnifique partie du Sénégal. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un Merci de m'avoir invité. plaisir d'échanger avec toi pour ce premier numéro de Inspiration et j'espère qu'on en aura d'autres parce que j'ai envie d'explorer d'autres aspects de ta personnalité et de ton parcours si riche. Merci. Et si tu me permets le mot de la fin, c'est Inspire Action. Alors, j'aimerais dire aux personnes qui nous suivent, suivez vos rêves, vivez-les, et si vous faites des erreurs, embrassez vos erreurs, mais ne restez pas sur le « et si ». Soumayegon. Faites vos propres erreurs et apprenez les leçons qui s'imposent, mais ne regrettez rien. Belle façon de clore. Merci beaucoup, Rama Saladjian. Merci à nos téléspectateurs, internautes. Au plaisir de se retrouver pour un deuxième numéro, un prochain numéro de Inspiration. Ciao. Merci beaucoup. Au revoir.